Bonjour tout le monde. Bonjour, on est vraiment ravis de vous voir si nombreux et nombreuses aujourd'hui pour cette conférence. Comme vous le savez sans doute, c'est la dernière conférence de 2026. Ah, parfois j'ai des difficultés avec les années, hein. Alors, c'est la dernière conférence de 25. J'étais juste pour vous tester en fait. Alors, et puis, on a préparé un super programme pour 26, n'est-ce pas, pour vous. Et on espère aussi que vous allez être présents pour ces conférences pour l'année prochaine. Et dites aussi à vos amis de venir nous rejoindre. Il y a encore des places pour des adhérents supplémentaires. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter mon ami et mon ex-collègue à la FAPC, donc à l'Université de Genève, Roland Maurer. Je dirais quelques mots par rapport à la carrière et le parcours. Il devient toujours rouge et modeste, mais par rapport à Roland, donc il a fait ses études à l'Université de Genève en psychologie. Il a fait sa thèse avec Ariane Etienne, qui est une éthiologue très connue dans la tradition de Konrad Lorenz. En fait, Roland m'a expliqué elle a commencé la thèse avec, je peux raconter le Oui, reste? vas-y, vas-y. Alors, elle a commencé sa thèse avec Konrad Lorenz, que vous connaissez bien sûr, et puis ils ont fait livrer des canards pour étudier le comportement de cours de ces canards, mais malheureusement, les canards étaient tous des mâles. Et puis, la thèse a foiré, et puis il a changé aussi de directeur de thèse, si je ne m'abuse pas. Alors, ça c'est juste pour vous raconter. Roland, par la suite, après avoir fini son doctorat avec Étienne, euh, en fait, sa thèse portait sur les hamsters parce que ça, c'était une des spécialités d'Ariane Etienne, c'est l'orientation spatiale des hamsters. Et puis, Roland a fait des modélisations avec des réseaux neuronaux. Donc, c'était très tôt dans le développement de ces réseaux neuronaux du comportement des hamsters. Mais il connaît encore beaucoup plus que les hamsters, comme vous allez voir aujourd'hui. À la faculté, il est devenu maître d'enseignement et de recherche où il a assuré différents cours, mais il a aussi été très important dans la formation des étudiants par rapport à ceux qui voulaient faire de la recherche avec des TP en recherche qui ont, je pense, marqué beaucoup des étudiants qui étaient dans le programme de bachelor à l'Université de Genève. Euh, Roland est très connu médiatiquement. J'ai compté 17. Il devient tout rouge, mais c'est le but. Il a fait plus de 17 interventions à RTS sur différents thèmes fascinants. Très souvent, justement, ces questions sur les animaux, quel est le rapport entre nous, animal, et les autres animaux. Et donc, c'est quelque chose, et on voit le public aujourd'hui qui s'intéresse à ces thèmes-là. Il a aussi, maintenant on est très reconnaissant, donné déjà 3 cours à Uni 3, un cours sur l'évolution des comportements, un autre cours qui portait sur la communication non animale, enfin non animale, Ah non si, humain, enfin, et, c'est-à-dire non langagère, ouais, donc la communication. Et puis le plus récent cours, c'était c'était celui-là. sur l'esprit, la théorie de l'esprit chez l'animal. Et puis il va donner un cours sur, écoutez ça, l'évolution de l'intelligence. Ouais. Et je pense qu'il va juste rapidement en parler tout à l'heure. En tout cas, on est vraiment ravis d'avoir Roland aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté, Roland. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, je crois. Merci, Oli, pour cette présentation. Merci à vous, public, d'être là. Je vais essayer de tenir le temps. Vous m'arrêtez si jamais je dépasse trop. Je mettrai en marche ma petite horloge, comme ça je vois ce qui se passe. Alors, effectivement, la conférence s'intitule, je ne peux pas le sentir, Curiosité de la communication olfactive,
Et normalement, le film devrait démarrer, mais il ne veut pas. C'est pas grave, je vous finirai par les montrer, même si ça ne marche pas. Allez comprendre. J'ai un petit problème avec cette présentation, mais c'est comme ça. Donc, d'abord, pour ceux qui parlent l'anglais, je vous recommande chaudement et si vous vous intéressez à la communication olfactive, je vous recommande chaudement cet ouvrage de James Wyatt, qui est maintenant, bon, c'est la deuxième édition était en 2014, il n'y a pas eu d'édition subséquente, mais c'est très très bien, c'est très très bien écrit et c'est extrêmement complet. Il y a plus de 1700 références à la fin du livre, donc si vous êtes des fascinés de l'olfaction, c'est vraiment ce qu'il faut aller voir. Alors d'abord, on va régler quelques petits problèmes au départ, des problèmes de définition tout simplement. Alors je vais vous parler de phéromones, je vais vous parler un peu moins de signature chimique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une phéromone? Alors les phéromones, ce sont des molécules qui ont évolué, qui sont devenus des signaux. Et quand on parle de phéromones, on parle de quelque chose qui est propre à toute une espèce. Vous allez trouver la même phéromone chez tous les individus d'une espèce donnée. Et donc ces molécules sont émises par un individu et perçues par un autre, c'est le principe de la communication. Et puis ça va provoquer une réponse spécifique, par exemple un comportement. Mais ce n'est pas nécessairement un comportement, ça pourrait être un changement physiologique, ça pourrait être un processus développemental, quelque chose qui change dans le développement. Ceux qui ont suivi le cours sur la communication il y a quelque temps, là, eh bien, se souviendront certainement de cette définition, qui est en fait la définition générale de la communication. C'est quelque chose, un signal est émis, il est reçu par l'autre organisme, et cet autre organisme, ben, il se modifie d'une manière ou d'une autre, en comportement, en physiologie, etc. Le mot phéromone, c'est un mot qui vient du grec, enfin c'est un mot artificiel qui a été inventé en fait de toutes pièces par un biologiste. Oups, pardon, j'ai appuyé sur le faux bouton. Non? Oui, voilà. Donc ça vient de phérein qui vient de transporter et puis de hormone qui vient de exciter. Donc c'est l'idée qu'on excite de manière transportée, on excite à distance. C'est cette idée qu'on va propager une information et cette information va transformer l'autrui au travers de cette communication. L'autre chose dont je vais vous parler, mais un peu moins, c'est la signature chimique. Alors, ce n'est pas comme la phéromone. La phéromone, je vous ai dit, c'est propre à une espèce entière. Donc, chaque individu de l'espèce va pouvoir émettre cette même phéromone, toujours la même phéromone à l'intérieur d'une espèce. Par contre, une signature chimique, bah, c'est une signature. Votre signature, vous avez des signatures différentes. Une signature chimique, c'est une signature olfactive, quelque chose qu'on peut percevoir par l'odorat, mais qui diffère d'un individu à l'autre. Et c'est un profil chimique, c'est ça que ça veut dire, et ça peut être appris par un individu, et c'est utilisé pour reconnaître les individus en fait, dans un certain contexte. Par exemple, reconnaître tous les membres d'une colonie qui partagent peu ou prou leur odeur, mais reconnaître également vos parents, votre enfant à distance, ou bien quand vous reconnaître également de quel type de relation vous avez par rapport à l'individu, si c'est un individu proche ou pas. Et ça, évidemment, ça dépend que l'individu soit à une signature spécifique. Pourquoi des phéromones? Pourquoi est-ce qu'il y a un sens de la communication chimique? Pourquoi une communication chimique? Eh bien, tout simplement parce que le sens chimique est ancien. Déjà, dans les membranes des bactéries, vous avez les précurseurs de ce qui sert à détecter des odeurs. Les bactéries ont des réactions aux éléments chimiques dans l'environnement. Dès lors, vous avez les précurseurs, ce qu'il faut pour que les cellules du corps, ensuite, quand ce n'est plus des bactéries mais des êtres plus compliqués, que ces cellules du corps réagissent à l'arrivée d'éléments chimiques. Et puis, bon, bah, cela va produire toute la cascade qui mène au comportement. Donc, puisque le sens chimique est ancien, puisqu'il existait déjà ces phénomènes de membrane, eh bien, les organismes étaient préadaptés à détecter des signaux chimiques. Ils étaient déjà prêts, en quelque sorte, au cours de l'évolution, à traiter des signaux chimiques qui leur arriveraient. Donc, la communication, le passage vers simplement la réception d'indicateurs. Par exemple, vous sentez l'odeur de quelqu'un, ce n'est pas encore une communication. Mais si vous réagissez et qu'il s'établit un canal de communication ensuite, eh bien, vous avez de la véritable communication. Et donc, ce passage entre simplement détecter des molécules chimiques et puis que ça devienne un canal de communication, ça s'est fait assez facilement. Une autre raison encore pour laquelle c'est intéressant, l'olfaction pour la communication, c'est que le système olfactif est extrêmement flexible. Et donc, il y a eu évolution possible de toute une série de récepteurs très différents. Donc nous avons des centaines de récepteurs différents. Les animaux ont des milliers parfois de types de récepteurs différents, de récepteurs olfactifs, ce qui permet une perception extrêmement fine, extrêmement différenciée des signaux chimiques.
Alors, comme dans tout système de communication, comme dans toute classe de communication, il y a une information qui est véhiculée par le signal potentiellement, et c'est pratiquement la même pour tous les canaux de communication. Ici, ce sera pour le canal chimique. Qu'est-ce qui peut être transmis comme information au travers de ce canal, en l'occurrence chimique? Ben, l'espèce, l'odeur de l'espèce, le sexe, l'identité, le statut reproducteur, le statut social, l'état motivationnel actuel. Est-ce que l'individu est dans un état de peur, par exemple? Ça pourrait se sentir. L'état physiologique actuel. Est-ce que l'individu est malade? Est-ce qu'il est blessé? Ça pourrait se sentir aussi. Et puis d'autres qualités, il y en a toute une série. Alors, les avantages des phéromones, contrairement à d'autres systèmes de communication. Pensez à la vision. Bon, pour la vision, il faut être en prise directe, d'accord? Vous pouvez me voir, mais si je suis derrière le mur, vous ne me voyez plus. Je ne peux plus communiquer visuellement avec vous. L'audition, le son, ça a une certaine portée, mais au-delà d'un certain point, ben, ça ne passe plus. De même que quand moi je m'enlève, mon signal auditif, le son que j'ai produit, ben, il n'y a plus de son, évidemment, puisque je ne suis plus là pour le produire. La différence avec les phéromones, le signal chimique, c'est qu'il est persistant. D'une part, il est lent. Bon, il est lent, c'est vrai. Hein, les éléments, les molécules se déplacent lentement. Mais néanmoins, ce signal, il est lent, mais il va loin. Il peut être emporté par le vent. Si vous pensez bêtement, votre expérience courante, c'est l'odeur de la boulangerie. Vous pouvez être assez loin de la boulangerie et ne même pas la voir, et puis quand même sentir l'odeur de la boulangerie. Donc c'est la même chose pour les signaux olfactifs. Ils se déplacent lentement, ils voyagent, ils sont relativement persistants, ils vont assez loin, ils contournent les obstacles, ils vont passer au travers des couloirs et tout. Et puis ils persistent après le départ de l'émetteur. Quand le signal consiste en un marquage, pensez au chien qui urine, ben, le chien n'est plus là au bout d'un moment. Par contre, l'urine est toujours là. Donc, ça persiste après le départ de l'émetteur. Euh, L'avantage aussi, c'est que ces signaux olfactifs ont un coût métabolique qui est bas. Ce n'est pas très coûteux à produire en termes de combien ça coûte au corps, en termes d'énergie, en termes de protéines, etc. C'est relativement peu coûteux. Si vous contrastez la production d'un signal olfactif, on va dire presque rien en coût, et la production du signal sonore du grillon. Vous voyez le chant du grillon? Le chant du grillon, ça occupe 50% de son métabolisme. Il passe l'essentiel de son métabolisme respiratoire, donc la moitié de son métabolisme respiratoire, juste à chanter. Donc c'est extrêmement coûteux, au contraire d'une information olfactive qui l'est beaucoup moins. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, comme il y a beaucoup de récepteurs différents, il y a une très très grande spécificité de ces récepteurs et donc des messages qui peuvent être transmis. Voici quelques exemples de phéromones. Je ne sais pas, je n'ai pas de laser sous la main, mais vous voyez en haut, tout en haut, la molécule nommée bombicol, je vais en reparler juste après, puis un peu plus bas, à mi-chemin, la substance mandibulaire royale de l'abeille. Le bombicol, c'est la phéromone attractive de la femelle du bombix du mûrier. Vous savez, le bombix du mûrier, c'est un papillon que vous voyez derrière moi. Ce papillon n'existe pas à l'état sauvage. C'est un animal domestique uniquement. C'est le papillon qui sert à la sériciculture, à la culture de la soie. Et il n'existe donc qu'à l'état domestique. Et ce papillon, la femelle attire le mâle à distance. À distance, hein, c'est ce que je vous ai dit avant. Le mâle peut être assez loin. Et puis, il va percevoir, grâce à son système olfactif, il va percevoir l'odeur, la phéromone émise par la femelle, et il va remonter tranquillement en direction de la femelle jusqu'à ce qu'il la trouve. Et c'est la première phéromone qui a été analysée, découverte et analysée. C'est très compliqué les phéromones à découvrir, analyser, parce que c'est des très, 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 très petites quantités. Comme je vous l'ai dit, elles voyagent loin. Il y a des détecteurs spécialisés, c'est les antennes chez les papillons. Et puis, il ne faut pas beaucoup de molécules finalement pour réaliser ce signal, ce qui fait qu'il y a de très, très petites quantités de ces molécules dans les organismes. Et Buchanan, que vous voyez là, Adolphe Buchanan, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, Buchanan a réussi à isoler la première phéromone, donc le bombicol, la phéromone de la femelle du bombix, en faisant quoi? Ben, il a eu la bonne idée de travailler avec des bombix, qui sont donc des animaux domestiques qu'on peut avoir en quantité industrielle. Et il lui a fallu 500 000 femelles dont il a extrait les glandes en fait, produisant les phéromones. Tout ça pour obtenir 15 mg de cette phéromone, mais 15 mg, ça lui a suffi à faire l'analyse et à déterminer quelle était la molécule. Mais donc, vous voyez, c'est pas si simple en fait de travailler avec les phéromones pour les analyser.
Oui. Alors, quels sont les organes de réception? Les organes chimiosensoriels, en l'occurrence ici des insectes, puisqu'on vient de parler du Bombyx du mûrier. Vous voyez à gauche une photo de la tête du mâle de Bombyx du mûrier, où vous reconnaissez ces magnifiques antennes, les antennes assez typiques des papillons, surtout des papillons que nous appelons des papillons de nuit, mais en fait, ce n'est pas nécessairement des papillons de nuit. C'est cette catégorie de papillons qui, au repos, a les ailes à plat. Les autres papillons, ce que nous appelons les papillons de jour, eh bien, on les aile debout, hein, comme ça, quand ils sont au repos. C'est ça la différence essentielle, ce n'est pas vraiment la nuit ou le jour. Bon, bref, les papillons, les Bombyx du mûrier, comme vous le voyez, ont des antennes plumeteuses. Et quand on regarde comment elles sont constituées, chacun des petits poils que vous voyez sur la photo de gauche, c'est représenté en grand sur la photo de droite. Donc le tronc de la photo centrale, pardon, le tronc de la photo centrale, c'est un des petits poils verticaux sur la photo de gauche. Et ce tronc sur la photo centrale est également parcouru de poils qui sont les poils sensoriels. Et c'est dans ces poils sensoriels qu'il y a les cellules sensorielles. Le poil est constitué, ce sont des insectes, donc il y a une sorte de peau extérieure qu'on appelle la cuticule, hein, qui est plutôt dure. Et il y a des pores et des trous dans cette cuticule, des tout petits poils que vous voyez ici. Et ces pores laissent passer les molécules odorantes qui sont détectées par le système qui est derrière, par les cellules réceptrices. Notez au passage que chez les êtres humains, ça c'est une cellule de l'épithélium olfactif chez les êtres humains, c'est la même chose, vous voyez la même idée. Donc ici on a, je ne sais pas si j'arrive à trouver, voilà, comme ça. Ici vous voyez une cellule, l'extrémité d'une cellule qui est plongée dans l'épithélium olfactif, hein, dans le mucus en fait. Et puis vous avez ici là les poils sensoriels, c'est la même organisation qu'ici. Et également chez les insectes, ces poils baignent dans une endolymphe, la lymphe qui est à l'intérieur des petites antennes, des petits poils. Donc le système est très semblable. Alors nous avons chez les vertébrés également des organes chimiosensoriels, bien sûr. Ces organes, vous les voyez ici. On a par exemple chez le poisson, les coanes chez les poissons qui sont représentés ici, l'organe voméronasal chez les reptiles et les batraciens, enfin les amphibiens. Et puis chez les mammifères, on va regarder ça d'un tout petit peu plus près. Voilà. Vous voyez un épithélium olfactif majeur. C'est avec ça que nous sentons les odeurs. L'épithélium olfactif, le système olfactif majeur, c'est ce qui nous permet de sentir les odeurs de tous les jours. Et puis, vous avez un autre organe qui est l'organe voméronasal. Alors, chez les êtres humains, pas de chance, il est vestigial. Il ne fonctionne pas, il ne sert plus à rien. Mais chez les autres mammifères, l'organe voméronasal fonctionne, il existe, et puis il est fonctionnel, et il reçoit spécifiquement, c'est spécifiquement un détecteur de phéromones. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a pensé ça longtemps, hein. Un organe pour les phéromones, l'autre organe pour les odeurs de tous les jours. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un peu chacun. On va en reparler par la suite. Je vais juste passer à la diapositive suivante qu'on ne va pas analyser, mais juste pour vous dire que de manière très intéressante, aussi bien chez les insectes qui sont représentés dans la ligne d'en bas que chez les mammifères, enfin chez les vertébrés qui sont représentés dans la ligne d'en haut, il y a deux systèmes de traitement. Ben, je viens de vous le dire, hein. Il y a le système olfactif majeur chez les mammifères, et puis le système voméronasal, l'organe voméronasal ou organe de Jacobson. C'est deux voies de traitement qui sont représentées en haut, là, qui sont parallèles et qui ne traitent pas exactement la même chose. Et puis en dessous, vous avez les insectes. Et curieusement, c'est exactement la même chose. Alors que nous avons divergé il y a 500 millions d'années, hein, nous avons également là deux voies de traitement, une voie spécifique pour les phéromones, une voie plus spécifique pour on va dire les odeurs de tous les jours, les odeurs de nourriture, ce genre de choses. Je vais peut-être passer sur ça parce que ce n'est pas très, très important, on va gagner un peu de temps. On va juste faire un petit essai. Imaginez que on est ici, et vous commencez à sentir une odeur un peu bizarre, peut-être qui pourrait faire penser à une odeur de brûlé, ou peut-être au contraire une odeur agréable, comme une odeur de boulangerie, comme je disais avant. Vous voulez l'analyser un peu mieux parce qu'elle vous inquiète ou elle vous intéresse. Qu'est-ce que vous faites? Allez, faites-le. Oui, vous faites. Or, ceci, tout le monde le fait, hein. C'est un comportement qui est inné chez les êtres humains. Pas seulement les êtres humains, les chiens font exactement pareil, hein, bien sûr. Et donc, ce comportement, c'est destiné à améliorer la perception de l'odeur.
Et comment ça se fait? Ben, c'est parce qu'en faisant une turbulence d'une certaine manière, je n'entre pas dans les détails, mais vous allez augmenter la quantité de molécules qui arrivent sur l'épithélium olfactif, hein, qui va faire la réception, mais également le fait que, comme le signal est intermittent, un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, le système nerveux ne s'endort pas en quelque sorte pendant l'analyse et il reçoit ces informations en conséquence comme ça, tac, 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 et ça lui permet de les analyser mieux. Donc on a un comportement qui est destiné, nous avons un comportement inné qui est destiné à améliorer la perception des odeurs. Alors est-ce qu'on trouve la même chose chez l'animal? Alors oui, bien sûr. Vous avez par exemple, vous avez tous vu des fourmis suivre une trace olfactive, c'est des phéromones hein, laissés par les fourmis qui ont passé avant, elles ont trouvé de la nourriture, elles sont revenues en laissant, elles trouvent de la nourriture, elles reviennent au nid. Qu'est-ce qu'elles font lorsqu'elles ont trouvé de la nourriture et qu'elles reviennent au lit? Au nid, pas au lit. Elles posent une trace de phéromone qui va servir aux autres à suivre ensuite pour aller à la nourriture. Et vous voyez représenté en haut de manière schématique le déplacement d'une fourmi qui suit une trace. Eh bien, elle oscille comme ça autour de la trace parce qu'elle va stimuler l'antenne de gauche, l'antenne de droite, l'antenne de gauche, l'antenne de droite, de sorte à mieux localiser où est la trace. Chez les mammifères, vous avez ce drôle, alors peut-être que les films qu'on verra après ne fonctionneront pas, mais ce n'est pas grave. Vous avez cette drôle de position que vous voyez ici représentée chez le cerf, mais que vous pouvez voir chez le tigre, chez le chat, chez l'âne, chez le cheval, chez voilà, une grande partie des mammifères. C'est en fait, bon, je passe à la suivante d'abord, mais je vous raconte juste encore le dernier chose que vous auriez pu voir au début sur le film qui ne fonctionnait pas. Vous avez tous vu des lézards, vous avez tous vu des serpents. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils tirent la langue. Hein. Pourquoi ils tirent la langue? Parce qu'ils ramènent avec la langue des molécules attrapées dans l'air qu'ils vont ramener aux organes de Jacobson, à l'organe voméronasal. Tac, 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 tac. C'est donc une prise, c'est un comportement hein, de prise d'information et ramener les molécules à l'organe voméronasal. Et je parlais de ce, juste avant de ce que je disais à propos des mammifères. Alors on va voir si les films fonctionnent. Oui, ça fonctionne. Hosanna. Voilà. Alors là, vous voyez un cheval, bien sûr, qui fait un drôle de truc. Et puis là, j'ai filmé à droite, là. L'accès à l'organe de Jacobson, à l'organe voméronasal, parce que où se trouve l'organe voméronasal? Il est au-dessus du palais. Imaginez un trou dans le palais, hein, et ça donne accès à l'organe voméronasal. Alors chez nous, le trou n'existe pas. Il est vestigial, comme j'ai dit avant, donc ça ne marche pas. Mais chez les autres, ben, ça marche et ça permet à ces animaux de localiser, enfin, pas de localiser justement, mais d'identifier des phéromones en particulier. L'organe voméronasal étant plus particulièrement, mais pas uniquement, spécialisé pour les molécules de type phéromone. Alors, la question justement, est-ce qu'il faut un organe voméronasal? C'est important pour les êtres humains. Hein. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un organe voméronasal pour recevoir des phéromones? Alors la question, c'est que la réponse c'est oui ou non, ou peut-être l'un, peut-être l'autre, peut-être l'autre. Le système olfactif majeur, ça va aussi. Et une démonstration, j'ai pas d'image pour ça jusque-là, c'est ce qu'on connaît chez le cochon. Chez le cochon, il y a deux phéromones qui sont c'est des stéroïdes, hein, c'est des hormones stéroïdes, mais utilisées en signal. C'est l'androsténone et l'androsténol qu'on trouve dans la salive du cochon mâle. Et lorsque la femelle perçoit ces molécules, soit directement par contact, soit parce qu'elle diffuse dans l'air, elle se met en lordose. Alors, j'ai voulu vous montrer une photo ou un film de lordose chez le cochon, mais franchement, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'en fait, le cochon, la truie, lorsqu'elle est en lordose, elle ne fait rien. Elle est juste immobile. Mais elle est vraiment immobile. Vous pouvez la prendre comme un morceau de bois, hein, pratiquement. Mais ce n'est pas spectaculaire en photo, hein, il faut dire. Alors, je vous ai mis plutôt un chat, parce que chez le chat, ça se voit. Hein. Quand une femelle se met en lordose, vous la caressez, oups, elle monte les fesses. Là, c'est beaucoup plus spectaculaire. Donc, la question, c'est est-ce que pour la femelle de cochon, pour la truie, est-ce qu'il faut nécessairement que son organe voméronasal soit actif pour qu'elle puisse réagir à la salive du mâle? Eh bien, la réponse est non. Parce que lorsqu'on cimente l'organe voméronasal chez la femelle, chez la truie, eh bien, elle réagit quand même. Ce qui veut dire que la phéromone est certainement captée par l'organe voméronasal, mais elle est aussi captée et analysée par le système olfactif majeur, par le nez en général, quoi.
De sorte que ce n'est pas absolument obligatoire qu'il y ait un système voméronasal efficace, fonctionnel. Ce qui est important, comme je l'ai dit, pour les êtres humains, parce que chez les êtres humains, l'organe voméronasal n'existe pas. Dès lors, est-ce qu'on peut percevoir des phéromones? On pourrait dire qu'a priori, pourquoi pas, hein. Alors, au passage, je vous ai parlé de l'androsténol qui est dans la salive du mâle du cochon. Eh bien, il y a de l'androsténol dans les truffes. Ce qui explique pourquoi les truies sont utilisées pour localiser des truffes. Parce que pour elles, c'est l'odeur du mâle. Voilà l'explication, hein, c'est toujours intéressant de le savoir. Alors, au passage, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas peler une truffe. Ça me dégoûte. Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ont la même impression? Oui, quelques-uns quand même, hein. Moi, je ne peux pas. Ça m'est impossible. Cette odeur, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est probablement l'androsténol, hein, ou d'autres composés. Eh bien, je ne peux pas. Voilà. Alors, où sont les sites de production? Alors, on a parlé de la réception. Maintenant, où sont les sites de production de ces systèmes, de ces molécules de signalement? Alors, d'une part, il y a des glandes exocrines. Donc, exocrine, ça veut dire à sécrétion externe. Il y en a chez les mammifères, il y en a près de l'œil, chez le vertébré en général d'ailleurs, près de l'œil, sur les flancs, près des organes génitaux, près de l'anus. Il y a également des sécrétions internes. Donc, il y a de la sécrétion dans des orifices ou des organes qui sont liés à la digestion et à la reproduction, à l'intérieur des glandes salivaires, les poumons, les intestins. Donc, il peut y avoir production. Ben, je vous ai parlé de la salive du cochon. La salive, elle n'est pas produite sur la peau, évidemment. Elle est produite dans les glandes salivaires. Dès lors, ben, les glandes salivaires ont aussi cette fonction de produire des phéromones, en l'occurrence chez le cochon. Alors, il faut bien distinguer le fait que les phéromones, c'est quelque chose de compliqué parce que, d'une part, la molécule est produite, ça c'est OK, c'est produit par la glande, ça c'est les produits primaires, mais ces produits primaires sont soit uniquement, soit en plus modifiés par la flore bactérienne ou par des levures. Donc, vous allez avoir quelque chose qui, à l'origine, peut être une molécule ou un ensemble de molécules déjà relativement compliquées, l'androsténol, l'androsténone et deux, trois autres, et ensuite modifié par des bactéries ou des levures en une quantité phénoménale de molécules. Donc on a un système qui devient extrêmement complexe. Chez les insectes, il y a également des glandes exocrines, des glandes qui vont produire les molécules vers l'extérieur du corps. Donc on a là trois glandes dont je vais parler. La glande de Nasonoff, qui se trouve en haut à droite. Ensuite, les glandes de la chambre d'aiguillon et la glande mandibulaire. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous pouvez localiser déjà un peu ces différentes glandes. Chez les vertébrés, on a également des glandes exocrines. Donc, on les trouvera de préférence, les glandes, comme je vous l'ai dit avant, hein, la glande préorbitale chez les mammifères, par exemple, donc au-dessus de l'orbite de l'œil. La glande caudale, il y a des glandes sous-caudales également, des glandes interdites. Il y en a un peu partout, en fin de compte, hein. Chez les reptiles, en bas à droite, vous avez par exemple les pores fémoraux qui se trouvent sous le dessous des cuisses, hein, à l'arrière de l'animal. Moi, j'ai eu un lézard pendant assez longtemps, pendant 14 ans en fait. Et puis, donc, si on le retournait, on pouvait très bien voir ces pores. Ils sont beaucoup plus marqués chez les mâles que chez les femelles. Donc, on peut identifier en fait à deux choses différentes, ça et puis la forme des testicules en fait, du pénis, à vrai dire. Chez les lézards, c'était une des façons d'identifier si c'était un mâle ou une femelle. Oui, je vous ai parlé avant en arnifler, hein. C'était un comportement pour améliorer la détection. Il y a également des comportements pour améliorer l'émission. Là, le fait que les molécules vont partir dans l'environnement. Alors, vous avez en haut cet animal dont j'ai oublié le nom, qui ressemble à une petite antilope. C'est le sprayage. Donc, vous voyez que le mâle va sprayer, va littéralement uriner sur la femelle et la femelle va devenir en quelque sorte marquée, une sorte de territoire marqué par le mâle. Les fourmis également, en haut à droite, certaines fourmis vont éjecter des phéromones à distance. En bas à droite, vous avez un bubal, qui est une antilope, qui se marque lui-même. Donc avec les glandes qui sont sur la tête, notamment périorbitale, il va se frotter comme ça le corps et il va mettre son odeur à lui, l'odeur de ses phéromones à lui, sur lui-même. On va voir à quoi ça sert après. Et puis, vous avez les marquages sur du substrat que vous connaissez bien parce que vous voyez ça chez le chat tout le temps, hein. Ça, c'est un marquage sur le substrat avec les glandes périorbitales.
Le chat va marquer un territoire ou quelque... Ils ne sont pas vraiment territoriaux, ils sont semi-territoriaux, les chats. Mais ils marquent quand même, comme vous le savez, un peu tout ce qui les intéresse. Ensuite, oui, alors il y a des comportements, d'autres comportements de diffusion, la génération de courants chez les homards. Les homards font des courants artificiels comme ça dans les nids pour transmettre les informations olfactives d'un individu à l'autre. Les chauves-souris agitent leurs ailes pour faire des courants d'air. Ça, évidemment, va faire aller plus loin les molécules. Les papillons qui sont là, c'est pareil. Et puis, il y a également des structures qui favorisent la dissémination de ces molécules. Les poils, typiquement, servent à ça, que vous voyez également sur une chauve-souris en bas à gauche. Vous avez ces poils érigés comme ça, qui vont faire une sorte de peigne qui diffusera plus facilement les molécules. Alors, j'espère que le film suivant marche. Je me laisse regarder. Et c'est un papillon. C'est un mâle. Pas nécessairement d'accord de s'accoupler avec lui. Il faut qu'il soit un big guy, hein, qu'il soit vraiment bien. Et donc, il va émettre une phéromone, des phéromones à l'aide de ses chorématas. Et ces phéromones vont servir d'une part à exciter la femelle sexuellement, également à la tranquilliser, de sorte qu'elle n'ait pas tendance à partir effrayée. Mais également, ces phéromones vont servir de répulsif pour les autres mâles. Donc, il garantit un peu l'accès à la femelle et il persuade en quelque sorte la femelle de se laisser faire pour l'accouplement. Alors, ce sont des structures qui sont assez spectaculaires. Donc, ça, c'est un papillon de l'Ouganda. C'est donc un Creatonotos. Le genre, c'est Creatonotos. Il y en a d'autres qui ont... C'est toujours le même genre, Creatonotos. Celui-là est indien, vous voyez à gauche. C'est le même genre de structure. À droite, c'est encore une structure un peu différente. Mais vous avez toujours des poils qui servent à diffuser d'autant mieux ces molécules qui sont produites par les glandes anales ou les glandes périanales de ces papillons. Bien entendu, des poils, il n'y en a pas que chez les papillons. Nous en avons aussi, et ce n'est pas sans raison. Je reparlerai, vous voyez là bien sûr une aisselle. Les aisselles, j'en parlerai tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez particulier. Beaucoup plus que les cheveux, que sais-je, mais les aisselles, c'est vraiment particulier. J'y reviendrai donc un peu plus tard. Alors, quelles sont les fonctions de ces signaux olfactifs? Alors, d'une part, on l'a vu, je viens de le dire, hein, les mâles vont repousser les autres mâles à l'aide de ces signaux olfactifs chez ces papillons. De manière plus générale, ça sert donc à maintenir, ça peut servir à maintenir à distance, ça peut servir à recruter, ben là aussi la femelle attire le mâle, hein, c'est un recrutement, c'est une réunion. Ça peut servir à coordonner le comportement entre les individus, là aussi, le mâle met la femelle dans un état propre à ce qu'elle soit fécondée, donc coordination du comportement. Ça peut servir, je vous l'ai dit en exergue, à reconnaître les apparentés, même espèce ou même famille. Ça peut avoir une certaine importance. Parce que, par exemple, les animaux, de manière très générale, ne se comportent pas de la même manière, et notamment en termes d'agression, envers des membres au sens large de la même famille versus des étrangers complètement qui ne sont pas de la même famille. Donc, il y a moins d'agressivité typiquement entre des individus de la même famille au sens large. Toutes ces fonctions peuvent concerner la reproduction. Alors, je reviens à la séparation. Pour ceux qui étaient là au cours sur la communication, vous avez déjà vu cette slide. C'est la territorialité chez le blaireau. Les blaireaux marquent leur territoire. Donc, vous avez ici, oups, voilà, ça, c'est l'endroit où il y a le terrier. Ici, ça, c'est le terrier, ça, c'est le terrier, ça, c'est le terrier. Ensuite, donc c'est plusieurs individus, bien sûr, et les blaireaux ont des latrines, des toilettes où ils font leurs besoins. Ils font leurs besoins à certains endroits qui ne sont pas très intéressants, ici et là, mais ils font en particulier leurs besoins aux frontières
entre les territoires. Et ça permet aux différents voisins de se dire, ah tiens, j'arrive chez mon voisin. Et ça a une importance pour la reproduction, c'est important de garder un territoire, et là, le marquage augmente pendant la période de reproduction. Alors, cette fonction du marquage territorial, on a toujours l'impression que c'est pour interdire d'entrer. Ce n'est pas vrai, hein. Ça, c'est une légende. Le marquage territorial ne sert pas à interdire l'entrée, parce que souvent, il y a des ressources dans les territoires qui doivent être partagées. Par exemple, un point d'eau. Si vous avez un point d'eau, il n'y en a pas dans tous les territoires, hein, des points d'eau. Donc, si vous avez un point d'eau, il faut dire que les individus doivent aller boire. Et pour ça, ils doivent traverser d'autres territoires, des territoires d'autres individus. Donc, il faut que ça reste possible, sinon ce système ne peut pas marcher. Donc, la fonction n'est pas d'empêcher un autre individu d'y entrer, en tout cas, rien ne le montre, mais plus probablement, ça permet d'identifier le propriétaire, si on le rencontre. Rappelez-vous, les bubales, ils sont représentés ici à nouveau, hein. Les bubales se marquent eux-mêmes, hein. Ils se frottent avec les glandes périorbitales, ils mettent l'odeur qu'ils mettent par ailleurs sur les arbres, sur les je ne sais pas quoi. Ils mettent cette odeur, mais ils la mettent sur eux aussi. C'est comme si vous mettiez votre badge avec vos initiales un peu partout, puis en plus sur vous-même, hein. De sorte que quand il y a une rencontre entre individus, celui qui vient de l'extérieur a traversé les marquages territoriaux et boum, il tombe sur quelqu'un. Ben, il identifie à l'odeur que ce quelqu'un, c'est le tenant du territoire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, oui, j'ai compris, pardon, je sais, je ne devrais pas être là, mais excuse-moi, je vais passer. Donc, il n'y a pas d'agression. Ça se résout simplement de cette manière-là, parce que celui qui vient, en général, sauf si c'est vraiment au moment où il y a un vrai conflit territorial, mais celui qui vient, il veut juste passer. Il n'a pas l'intention de faire un conflit. Donc, comme ça, on sait qui est qui, et ça permet de régler les conflits. C'est la même chose que le chant des oiseaux, par ailleurs. Pourquoi ça marche? Eh bien, parce que c'est un signal, le marquage territorial est un signal honnête. Que vous aussi, vous avez dû entendre parler de ça la dernière fois quand je vous ai fait un cours. Le signal honnête, c'est un signal qui est corrélé aux capacités vraiment de celui qui l'émet. Celui qui a marqué un territoire, eh ben, il a eu ce territoire après s'être bataillé avec d'autres. Et s'il a pu marquer ce territoire, c'est qu'il a les moyens de le défendre. La preuve, il a le territoire. Dès lors, c'est assez logique que celui qui entre se dise, ouh là là, ok, je vais pas, hein, on va régler ça à l'amiable, parce que honnêtement, si tu as marqué, ça veut dire que tu es capable de le défendre. Alors, dans les autres fonctions, je vous ai dit le recrutement, hein, pour appeler d'autres individus, ben, la recherche alimentaire, par exemple, la recherche d'un habitat. La glande de Nasonov, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez qu'elle se trouve entre le sixième et le septième, ici, tergite. Les tergites, c'est ces espèces de plaques que vous voyez sur le dos en fait, de l'abdomen, sur l'abdomen de l'abeille. Entre le sixième et le septième, il y a une petite ouverture qui peut se faire pour autant que le dernier segment se plie. Vous voyez ça là. Et là, à l'intérieur de ça, il y a la glande de Nasonov ou Nazanov, il y a les deux orthographes. Et cette glande de Nasonov va produire des phéromones de recrutement. Par exemple, il y a eu un dérangement. La ruche a été attaquée ou je ne sais pas quoi. Les abeilles sont parties dans tous les sens pour aller défendre, mais il faut qu'elles reviennent. Donc à ce moment-là, on va produire, les abeilles qui sont à la ruche vont produire cette phéromone qui va attirer les abeilles qui sont un peu partout et puis qui reviennent. Ou bien l'autre situation, c'est pour les, comment on appelle ça? Les essaims. Un essaim, ça doit rester parmi, hein, ça doit rester ensemble. Dès lors, les abeilles émettent cette phéromone de recrutement qui fait que les abeilles, ben, elles se mettent ensemble. Ou bien quand une nouvelle cavité a été trouvée lorsque la colonie se dissémine dans une autre cavité, ce genre de choses. Ou alors, signaler des fleurs, signaler de la nourriture. Quand les fleurs elles-mêmes ne sont pas suffisamment visibles ou olfactives ou que sais-je, les abeilles peuvent rajouter ce signal, envoyer cette phéromone pour recruter d'autres ouvrières. Le recrutement défensif, ça c'est le cas où il y a une attaque. Dans ce cas-là, il va y avoir émission d'une autre dans la chambre de l'aiguillon. Il y a toute une série de glandes et il y a notamment une glande qui va produire une phéromone dite d'alarme. Et cette phéromone d'alarme, ben, comme son nom l'indique, elle alarme les individus. Alors cette phéromone d'alarme, il faut juste que je ne me confonde pas parce qu'il y en a deux et je risque de les mélanger. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui. La phéromone d'alarme, elle est composée entre autres d'acétate d'isoamyle ou d'acétate d'isopentyl.
L'acétate d'isoamyle, c'est l'odeur de la banane. Et les bananes, comme certains autres fruits, émettent de l'acétate d'isoamyle. Donc, ne vous promenez pas près d'une ruche, c'est ça que ça veut dire, hein, pour de vrai. Ne vous promenez pas près d'une ruche avec une banane trop mûre ou bien une pomme trop mûre. Ce n'est pas une bonne idée, parce que vous allez potentiellement mettre la ruche en état d'alarme. Ce n'est pas encore un état d'attaque, mais c'est déjà un état où elles sont un peu réactives. Donc, vous pourriez vous faire attaquer. Donc, il faut éviter ça. Et puis, donc, dans cette situation qui est représentée là, la phéromone d'alarme est suivie par une phéromone d'attaque. Ça, c'est quand vous avez, c'est les abeilles japonaises, Apis cerana japonica. Cette espèce d'abeille a un comportement de défense quand le nid, la ruche, est envahi par des frelons, les frelons asiatiques. Lorsqu'ils pénètrent dans la ruche, les abeilles utilisent les phéromones d'alarme qui servent à ce moment-là de recrutement pour former une boule. Vous l'avez vu, ceux qui ont suivi le cours sur la communication, le film, hein. Les abeilles forment une boule autour du frelon et elles le cuisent. Donc elles ne vont pas le piquer, elles vont simplement le surchauffer. Et puis à la température de 47 degrés, lui, il meurt. Elles résistent, elles sont faites pour ça. Mais le frelon, il est cuit et il va mourir simplement surchauffé. Et elles sont, à ce moment-là, elles sont tellement occupées à faire ça que vous pouvez, comme vous voyez sur la photo, les prendre en main. Vous pouvez prendre la boule autour du frelon. Elles ne vont pas vous piquer parce que ce n'est pas le moment, hein. Elles ne sont pas occupées à ça. Alors, faire venir recrutement, c'est aussi, donc je vous l'ai dit, faire venir la partenaire. On en a déjà parlé beaucoup, hein. C'est le papillon qui fait venir la femelle, pardon, le papillon femelle qui fait venir le mâle. Et puis, ça s'accompagne quand même de mécanismes cognitifs. Quand vous remontez une trace olfactive en direction de la femelle, ben, c'est turbulent, hein. C'est pas comme si ça venait comme ça, comme un tapis roulant, hein, l'odeur. Ça va dans tous les sens. Donc, il faut des mécanismes cognitifs, des stratégies, ça veut dire, pour retrouver l'odeur quand on l'a perdue. Et les bombix eh bien, font des balades comme ça, latérales. Quand ils ont perdu l'odeur, eh bien, ils se baladent jusqu'à ce qu'ils la retrouvent. Puis ensuite, ils remontent le vent. Oh, ils l'ont perdu. Oups, je commence à me balader, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une nécessité de non seulement d'avoir une perception de ces odeurs, mais également tout un système cognitif derrière pour traiter ces odeurs de manière à pouvoir les utiliser. Si vous êtes malheureux, malchanceux, disons, si vous êtes malchanceux, vous pouvez observer ce genre de choses chez vous. Malchanceux parce que vous allez avoir plein de trucs dans votre farine, vous n'avez pas envie. C'est la teigne des fruits secs, pyrale des fruits secs. C'est un parasite, hein, qui va envahir les larves vont envahir votre farine, les fruits secs et tout ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise chez moi, hein. C'était pas très heureux. C'était pas très heureux. Mais enfin, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant prendre une photo. Je vais un peu récupérer. Et vous voyez, normalement, ça c'est un mâle, il se met comme ça, tête en bas, hein. Mais si on redresse pour un peu mieux voir, vous voyez que ce qu'il est en train de faire, là, c'est probablement d'émettre une phéromone pour attirer, pardon, ça doit être une femelle qui attire un mâle ou vice-versa, je ne sais pas qui attire qui dans cette espèce-là, mais c'est clairement, vous voyez, la position, elle est assez évidente, hein. C'est vraiment mettre l'émetteur tout à fait en haut, le plus loin possible du substrat, pour envoyer les phéromones plus loin. Au niveau de la coordination du comportement, bon, les phéromones coordonnent les interactions, hein, je vous l'ai dit, entre les individus. Il y a deux fonctions très différentes, complémentaires de ces phéromones. Elles peuvent être soit des déclencheurs, hein, releasers en anglais, elles vont faire un déclenchement du comportement, ou bien des primers, donc elles vont faire un amorçage, une préparation au comportement. Je vous donne un exemple qui concerne la reine des abeilles. La reine des abeilles a une glande mandibulaire qui émet une phéromone dite mandibulaire. Et c'est de l'acide décanoïque essentiellement. Et il y a un premier rôle, donc, lorsque c'est la période de reproduction. Donc la période de reproduction, c'est le moment de la reproduction, vous vous souvenez peut-être, hein, quelque part dans la nature, il y a des endroits, on ne sait pas très bien pourquoi ces endroits-là, mais enfin, il y a des endroits où les faux-bourdons se réunissent. Il y a des milliers de faux-bourdons à cet endroit-là qui volent sur place, hein. Ça peut être près d'une rivière, un parc, quelque chose comme ça. Mais enfin, d'année en année, c'est souvent le même endroit. Et donc, ces faux-bourdons volent là. Et puis, les femelles, donc les reines qui sont vierges, les jeunes reines, les futures reines, on va dire les princesses, volent jusqu'à cet endroit-là. Et à ce moment-là, elles émettent de cet acide décanoïque, cette molécule donc de la glande mandibulaire. Et ça attire les mâles.
Donc les mâles vont, une quinzaine, une vingtaine de mâles, elle va accepter l'accouplement d'une quinzaine, d'une vingtaine de mâles qui sont attirés par cet acide décanoïque et qui vont donc s'accoupler avec la femelle. Elle va garder ensuite, pendant toute sa vie, cette réserve de sperme qu'elle aura obtenue en une seule fois au cours de ce vol nuptial. Donc ça, l'attracteur, hein, c'est clairement un rôle de déclenchement. L'autre rôle, c'est dans la ruche. C'est la même molécule, hein, c'est la même phéromone. Et cette phéromone, l'acide décanoïque, va être, en fait, la reine va s'en mettre sur elle-même, sur son corps. Et comme les abeilles ouvrières l'entourent, il y a toujours une quinzaine d'abeilles qui sont en contact pratiquement direct avec la reine pour s'occuper d'elle, la nourrir, etc. Eh bien, ces abeilles vont se charger également de cet acide décanoïque. Et puis, comme il y a un tournus, puis qu'elles repartent dans le reste de la ruche, elles vont emmener cet acide décanoïque dans le reste de la ruche. Et l'acide décanoïque a la particularité, cette phéromone, de modifier le comportement des abeilles ouvrières. Les abeilles ouvrières, ben deux choses, le comportement et puis la physiologie. Les ovaires ne vont pas se développer chez ces abeilles, chez les ouvrières. Et secondement, leur comportement va être tel qu'elles ne vont pas, c'est une chose par la négative, elles ne vont pas donner de la gelée royale aux larves. Oui, on nourrit les larves, hein, d'accord? En fait, c'est plus compliqué que ça, mais disons, je vous le dis comme ça, en bref. À cause de l'acide décanoïque produit par la reine, elles ne vont pas donner de gelée royale aux larves. Dès lors, il ne va pas y avoir d'autres reines qui vont être produites dans la ruche. Mais vous voyez à quel point c'est subtil, parce que, supposons que la reine meurt, il n'y a plus de production d'acide décanoïque. Dès lors, très automatiquement, les abeilles ouvrières vont commencer à donner de la gelée royale aux larves qui sont là pour produire une nouvelle reine. Ou bien, autre possibilité, la colonie devient de plus en plus grande, il y a de plus en plus d'individus, ça devient un très très gros nid. Eh bien, à ce moment-là, il y a une plus grande dilution de l'acide décanoïque, hein, c'est moins condensé, c'est moins concentré. Et donc, à un moment donné, une fois qu'on est descendu en dessous d'un certain seuil, eh bien, elles vont commencer à produire des nouvelles reines. Donc, vous voyez, c'est très automatiquement une question de quantité d'acide décanoïque. Soit dit au passage, j'ai parlé de la gelée royale. Alors, pour ceux d'entre vous qui se précipitent dans les pharmacies pour acheter de la gelée royale, parce que la gelée royale, c'est un remède miracle. Je vous lis, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est Bénu à la pharmacie. Votre chemin vers la santé royale, ce sont des faits sur le sujet. La reine des abeilles se nourrit de gelée royale tout au long de sa vie et doit à cette précieuse nourriture sa grande longévité et son développement rapide. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai que c'est à la gelée royale que la reine doit sa grande longévité et je ne sais plus quoi, son développement. C'est vrai, mais ce n'est pas parce que c'est la nourriture magique qui va prolonger votre vie aussi longtemps que vous en mangez. Ça n'a rien à voir. Ce qui se produit, c'est que la gelée royale, c'est un ensemble de phéromones. Ah, encore une fois. Et cet ensemble de phéromones va produire des modifications épigénétiques, donc une modification de l'expression des gènes chez les ouvrières, ce qui fait que ces ouvrières se développent en ouvrières. D'accord? Pardon, si on donne de la gelée royale, pardon, j'ai dit dans le faux sens. Si on donne de la gelée royale, si les ouvrières reçoivent de la gelée royale, la cascade épigénétique les transformera progressivement en reines. Et c'est parce que, en fait, c'est le même organisme, ce sont le même ADN, mais ce n'est pas les mêmes bouts qui sont lus et mis en œuvre que finalement vous obtenez des animaux, les reines, qui sont extrêmement différentes phénotypiquement des abeilles ouvrières. Elles sont plus grandes, elles vivent plus longtemps, etc. Elles se reproduisent. Donc, ça n'a rien à voir avec la qualité en vitamines ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, il y a ça aussi, hein, c'est de la nourriture. Mais ce qui fait le changement, c'est les phéromones. Alors, je vous assure que si vous mangez de la gelée royale, vous ne devenez pas une reine. Bien, ça, je vais passer. Dommage, hein, c'est vrai. Alors, le déclencheur, je vous l'ai dit, le rôle déclencheur chez le bombicole. Le bombicole permet au mâle de Bombyx de trouver la femelle. Et puis, à mesure que la concentration, là aussi, hein, une histoire de concentration, plus le mâle est près de la femelle, plus la concentration de bombicole, cette phéromone, évidemment, est forte, puisqu'il est plus près de la femelle. Alors, il va y avoir toute une série de comportements. Il va commencer par se nettoyer les antennes, c'est la première chose qu'on observe. Et puis ensuite, quand il est encore plus près, il commence à vibrer des ailes. Puis quand il est encore plus près, il fait des mouvements de recherche. Il faut qu'il trouve la femelle vraiment tout près. Et puis finalement, il fait des mouvements de copulation.
Donc on a l'impression que cette mécanique, cette série de comportements est très fortement conditionnée par le rôle déclencheur du bombicole. Alors je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi le cours sur la communication, toute communication, tout canal de communication peut être sujet à exploitation, hein, être exploité par d'autres individus, d'autres espèces. Je vous montre, si ça marche, un cas tout à fait spectaculaire. Il s'agit d'une orchidée qui, olfactivement et visuellement, se fait passer pour une guêpe, de manière à attirer Monsieur Guêpe, pour que Monsieur Guêpe soit recouvert de pollen en fin de compte. It recognizes its emergence with the brief mating season of the tinid wasp. Like the female wasp produces pheromones to attract males. This male detects a scent that seems to be hers. It flies right on by. The orchid not only has the same shape and color as a female wasp, but it sits at the same height as she does. It even mimics her smell. And the beguiled male attempts to mate with it. It comes against the orchid's pollen sacs. The wasp leaves, doubtless a little shaken, only to be duped once again. Pollen on his back now sticks to this different orchid, and the deception has worked. Où est-ce qu'on en est avec le temps? Ok. Alors, chez les canidés, on va parler un petit peu, mais assez vite, des canidés. Vous savez que les canidés sont tous très, très olfactifs, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Donc ici, vous avez le renard roux qui est dans différentes positions, dans différents comportements de marquage. Et ce qui est intéressant, vous voyez les images F, donc, oups, F, G, H et I, c'est là, c'est des femelles. Donc vous voyez que chez les renards, les femelles lèvent la patte, hein, comme les mâles de chiens. Et donc le marquage se fait de manière très, très... alors c'est des animaux très territoriaux, hein, donc, contrairement aux chiens. Et ils vont donc marquer leur territoire. Et ils ne le marquent pas uniquement avec l'urine, mais également avec les fesses. Et vous voyez ici, par exemple, que le renard laisse une crotte. Et si vous vous promenez en forêt, vous avez sans doute remarqué que les crottes de renard sont toujours sur quelque chose d'un peu en hauteur. Pourquoi? Parce que ce sont des crottes, c'est-à-dire c'est pas terriblement volatile, ça se transmet pas. Alors ça dure longtemps, ça c'est vrai, mais ça va pas très loin, puisque c'est plutôt fixé sur place, contrairement à une odeur qui vole dans l'air. Et donc le signal est rajouté, un signal visuel est rajouté par-dessus. Hein, c'est en fait visuellement on voit la crotte, donc le territoire est marqué de deux manières différentes, visuellement et olfactivement. Chez le chien, bon, je n'ai pas besoin de vraiment vous raconter beaucoup. Vous savez que les chiens sont non territoriaux, bien qu'issus d'animaux territoriaux. Ils marquent beaucoup. Ils urinent, donc chez les mâles, 97% des urinations sont faites pattes levées. Donc c'est vraiment des marquages. Et le mâle, en général, marque toutes les minutes et demie, quelque chose comme ça. Il va lever la patte en moyenne. Et puis surtout, s'il voit un autre mâle lever la patte, il fait pareil tout de suite, immédiatement. Vous voyez, tous ceux qui ont des chiens ont déjà vu ça. Donc, la fonction du marquage chez le chien, ce n'est pas tellement évident de savoir. Hein. C'est probablement essentiellement vestigial, puisqu'il ne marque pas un territoire, il n'est pas territorial. Mais, voilà, en tout cas, il marque beaucoup.
Au niveau de comment il réagit aux odeurs des autres chiens, alors les phéromones sexuels chez les femelles, alors ce graphique représente, il est un petit peu compliqué à lire, mais vous avez dans la première colonne ici, il s'agit des sécrétions du sac anal chez la femelle, ici les sécrétions vaginales et ici l'urine de la femelle. Et puis on présente ça au mâle et on regarde s'il réagit sexuellement à la présence de ces odeurs. Alors, ça dépend s'il est sexuellement expérimenté ou pas. Donc tous ceux qui sont à gauche, C3, C3 et C3, c'est des mâles qui n'ont jamais eu de copulation avec des femelles. Donc ils sont sexuellement inexpérimentés. Et vous remarquez que c'est intéressant comme interaction entre quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire la phéromone, et puis l'apprentissage. Parce qu'avoir copulé avec une femelle, ça constitue un apprentissage, ou en tout cas quelque chose qui a changé. Et vous voyez qu'à gauche, c'est toujours moins, les réactions là sont toujours moins qu'à droite, où ce sont des animaux qui ont déjà eu des activités sexuelles. Et puis, en particulier, oups, ça je reviendrai juste après, en particulier, vous voyez que c'est surtout l'urine de femelle qui va produire des réactions, et ça dépend à quel moment elle est dans son cycle. Alors, je ne sais plus quelle est la partie, mais je peux vous le dire si ça vous intéresse, mais c'est moyennement intéressant. Mais enfin, c'est à différents moments du cycle. Ça, c'est l'estrogène au milieu, le moment où il y a le maximum d'estrogène et de progestérone tout à droite. Donc vous voyez que ça dépend également du cycle. Maintenant, la petite photo qui vient d'apparaître, vous avez tous vu des chiens monter sur des gens. Vous êtes sans doute demandé pourquoi. Alors, il n'y a pas une réponse univoque. Il y a plein de raisons différentes, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Mais il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle fait partie enfin, elle est liée à cet exposé. Il faut savoir que dans les sécrétions de la femelle, il y a une molécule en particulier qui est l'hydrobenzoate de méthyle. Or, l'hydrobenzoate de méthyle, c'est ce qu'on connaît sous le nom de méthylparabène, et c'est utilisé comme conservateur, notamment dans toute une série de produits, en particulier les produits cosmétiques. Donc, il se peut qu'une des raisons, ou peut-être parmi le faisceau de raisons qui font qu'un animal, un chien, va vous monter dessus, il est possible que ce soit en lien avec la chose que vous avez mis sur vos jambes, ou sur vous peut-être de manière générale, quelque chose qui contiendrait, vous savez qu'il suffit de très très peu de molécules, hein, qui contiendrait du méthylparabène, donc l'hydrobenzoate de méthyle. Bien, on va arriver aux primates, puis ça nous amènera chez nous assez vite fait. Donc, je passe sur le détail. Chez les singes non hominoïdes, donc les singes qui ont des queues, il y a beaucoup de marquage, il y a beaucoup de communication olfactive. Chez les grands singes, hein, les apes, gorilles, chimpanzés, bonobos, nous, orang-outans, il n'y a pas. Donc, les grands singes ne sont pas olfactifs. Ils n'ont pas de glandes spécialisées ou pratiquement pas. Ils ont des zones de peau qui sont riches en glandes, mais il n'y a pas de comportement de marquage. Donc, du côté des grands singes, et donc de nous, on peut se dire qu'il n'y a pas tellement d'olfaction. Rôle des odeurs chez les primates. Bon, les rôles sexuels, le comportement sexuel est très très compliqué. Il y a de grandes différences interindividuelles. On sait que même s'ils sont anosmiques, s'ils ne peuvent plus respirer les odeurs, sentir les odeurs, ça ne change rien à leur comportement sexuel. Donc, évidemment, c'est des primates, donc c'est très souple hein, comme système. Le rôle est donc difficile à saisir. Alors, chez l'être humain, ben, vous allez commencer par me dire que l'être humain doit être très peu olfactif. Parce que quand vous regardez la taille des bulbes olfactifs, c'est tout petit. Hein, c'est le cerveau vu par en dessous, ça. C'est petit, les bulbes olfactifs. Oui, mais non. C'est petit, c'est vrai, en regard du cerveau. Mais les deux bulbes olfactifs pris ensemble sont plus grands que tout un cerveau d'une souris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous avons beaucoup de gènes, nous avons moins de gènes fonctionnels pour les récepteurs olfactifs que la souris. La souris en a à peu près 1000 de gènes fonctionnels. Nous, on en a 370 à peu près de gènes fonctionnels, mais avec 370 types de récepteurs olfactifs différents. Et ça ne veut pas dire qu'une odeur va stimuler juste un type, et puis le reste, c'est zéro. Hein, c'est pas vrai. C'est des signatures réparties sur l'ensemble des... Comme les cônes, dans les yeux. Hein, il n'y a que 3 types de cônes, mais on voit plein de couleurs, n'est-ce pas? Alors, il y a 370 types de récepteurs, et on perçoit énormément de types d'odeurs. On est en fait aussi sélectif, aussi bon que les souris, à vrai dire. Donc, ce n'est pas vrai qu'on est microsmatique. Ce n'est pas vrai qu'on n'est pas bon du point de vue olfaction.
Les sources de l'odeur chez les humains sont essentiellement des sources secondaires. Alors évidemment, le cuir chevelu va produire des choses, des composés qui vont être modifiés par des bactéries. La bouche, même chose, des bactéries sur les acides aminés. Les aisselles, même chose, bactéries sur les sécrétions. Les organes génitaux, même chose, etc., etc. Les pieds, les bactéries sur la sueur et les lipides. La flore bactérienne, cette chose qui va modifier ce que tout le monde produit de la même manière, la flore bactérienne est personnelle, ça c'est très intéressant. Vous l'acquérez à la naissance, par contact avec la mère, par contact lors de la naissance avec la mère, et au bout du 4e jour, il suffit de 4 jours, au bout du 4e jour, votre flore bactérienne, elle est stable. Donc vous gardez la même flore bactérienne forever. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle va être modulée lors de rapports sexuels. Il va y avoir échange de flore, et puis votre odeur va se mélanger un petit peu, ou vos odeurs vont se mélanger à l'intérieur du couple. Mais c'est intéressant de savoir que c'est très très stable. Vous voyez les signatures bactériennes individuelles, ce sont 10 personnes représentées comme ça de gauche à droite, et c'est les différents types de bactéries à différents endroits, près des glandes sébacées, dans les endroits humides, dans les endroits secs. On s'en fiche des endroits. Ce que vous voyez surtout, c'est qu'entre les différents individus, donc de gauche à droite, c'est toujours très différent. Vous avez des signatures bactériennes complètement différentes d'une personne à l'autre. Donc les glandes de la peau chez l'être humain, déjà, on n'est peut-être pas si microsmatique que ça, on n'est peut-être pas si mauvais du point de vue détection des odeurs, parce que déjà, de tous les primates, nous sommes celui qui a le plus de glandes qui produisent des trucs. Les glandes écrines qui sont partout, qui produisent la sueur, jusqu'à 12 litres pour les sportifs en une journée. Mais ça, c'est inodore. Les glandes sébacées qui produisent évidemment des liquides, des lipides, des graisses, c'est aussi sans odeur. Rappelez-vous, c'est les bactéries qui viennent derrière et qui vont faire les odeurs. Après, il y a les apocrines, les glandes apocrines qui se mettent en marche uniquement depuis la puberté, pas avant. C'est pour ça que l'odeur des enfants, ça devient une odeur d'adolescent, c'est plus la même chose. Des glandes apocrines, donc, dans les aréoles, zones génitales, les aisselles, là aussi, ça va être travaillé par les bactéries de la même manière. Voici la localisation. Vous voyez à gauche les glandes apocrines, les sébacées et les glandes écrines. Les zones les plus grises indiquent où il y en a le plus. Je vous fais juste remarquer, bon, c'est un peu banal, vous voyez par exemple la sueur dans les mains, les pieds, ici sur le front. Je vous fais remarquer juste une chose. Il y a un endroit où il y a les 3 types de glandes de manière assez conséquente. Et cet endroit, c'est l'aisselle. L'aisselle, c'est une glande spécialisée. Il y a des poils, n'est-ce pas, qui vont produire de la surface en plus, un microclimat pour les bactéries. Dans l'aisselle, on peut constater la production, d'androsténone. Ça vous rappelle quelque chose? Le stéroïde du cochon, là. Curieux, hein? Et ce stéroïde volatile, il est produit 50 fois plus chez l'homme que chez la femme. Un acide aliphatique aussi et d'autres. Et puis l'odeur de l'aisselle met 6 heures à revenir au point de départ après un lavage ou 24 à 48 heures si elle a été rasée. Donc il y a aussi une stabilité qui peut être détruite temporairement. Alors, question, on va terminer avec ça. Y a-t-il des phéromones chez les humains? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des phéromones chez les humains? Je vous ai dit pourquoi pas, puisqu'on sait que les phéromones peuvent être détectés également par le système olfactif majeur, pas uniquement l'organe voméronasal qui ne fonctionne pas chez l'être humain. Alors, malheureusement, la réponse, c'est qu'il y a beaucoup de légendes et pas beaucoup de preuves. Alors, on a parlé de, par exemple, le fait que s'il y a un homme de la famille à l'intérieur du groupe où l'enfant grandit, ou la fille en l'occurrence grandit, ça va retarder l'apparition de ses règles. Ou bien au contraire, s'il y a un étranger dans la famille, à l'intérieur du groupe familial, ça va avancer ses premières règles. Ok, bon ça. Quelqu'un, Martha McClintock, a fait beaucoup de kilométrage sur l'idée que des femmes qui vivent ensemble vont voir leur cycle se coordonner. De même, il y a des effets, semble-t-il, de l'androstadiénone sur l'humeur ou sur l'attractivité sexuelle. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire, méthodologiquement, par exemple, les études sur la synchronie des règles, des menstruations, elles sont méthodologiquement catastrophiques. Donc en fait, ça pourrait très bien s'expliquer par des artefacts de calcul. En ce qui concerne les effets de l'androstadiénone et ce genre de choses sur l'attractivité sexuelle, c'est possible, il y a des données qui l'indiquent,
Mais il faut savoir qu'on sort de la catégorie des phéromones parce que ces données ont été obtenues en mettant des concentrations 1000 fois plus fortes que ce qu'on attend d'une phéromone. Donc on n'est pas vraiment en train de se demander si on réagit à des phéromones ou bien. On est en train de se demander si ce truc-là, 1000 fois plus fort, produit quelque chose. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de réfléchir en termes de phéromones. Je vais passer ça parce qu'on est déjà trop tard, mais c'est le détail de ce que je vous ai raconté. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Il y a même un endroit où vous pouvez acheter des phéromones synthétiques. Alors, les vrais endroits où il y a des phéromones. Le téton. Parce que le téton, il y a des glandes abrocrines, des glandes sébacées, et puis les corpuscules, les glandes de Montgomery, que vous connaissez, hein, qui sont en érection ici. Le téton va changer de température en réponse aux cris des bébés. Évidemment, les sécrétions vont servir à protéger la peau, mais aussi, très vite, les bébés vont réagir à l'odeur du mamelon, vont réagir à l'odeur de la maman, déjà spécifiquement, et par exemple réagir davantage à l'odeur, si vous mettez de l'odeur simplement sur des cotons-tiges, des choses comme ça, vont réagir davantage à l'odeur de la mère qu'à l'odeur d'autres femmes, lactantes aussi, mais ils vont quand même réagir à l'odeur d'autres femmes. Ce qui veut dire que c'est un signal sémiochimique au travers de l'espèce. Autrement dit, c'est une phéromone, puisque c'est vrai pour tous les individus de l'espèce. Une chose intéressante, un travail aussi un peu douteux, mais que je trouve amusant. On a fait un truc horrible. On a pris des personnes, des volontaires bien sûr, et on leur a fait faire leur premier saut en parachute. Dans le vide, bam. Assez longtemps, je crois, 1 minute sans parachute, quoi. Et puis on leur avait mis des tampons sous les aisselles. Et puis il y avait un groupe contrôle, enfin un autre groupe de gens qui, eux, faisaient du sport aussi, et puis avaient aussi des trucs sous les aisselles. Ensuite, on a fait renifler ces tampons à des personnes qui étaient dans une IRM fonctionnelle. Vous savez, les IRM fonctionnelles, c'est une IRM où on regarde en temps réel l'activité du cerveau. On voit si ça s'allume, si ça s'éteint, etc. Et donc, chez les personnes qui avaient reniflé les tampons qui avaient été sous les aisselles des gens qui sautaient en parachute, donc qui avaient peur, hein, j'imagine, c'est leur premier saut. Je ne pense pas que vous y allez comme ça, tranquille, les doigts dans le nez. Ces gens devaient avoir peur, et les personnes qui reniflaient ces tampons-là, plus que les autres, avaient une activité dans l'amygdale, qui est une structure fortement impliquée, vous le savez sans doute, dans tout ce qui est traitement de la peur, pas uniquement, mais surtout de la peur. Et puis de plus, on a fait, toujours à ces mêmes personnes qui avaient reniflé ça, on leur a montré des photos de visages agressifs, et ils ont dû dire à quel point ils les considéraient agressifs. Et ceux qui avaient senti l'odeur des parachutistes considéraient que les visages étaient plus agressifs que ceux qui n'avaient pas senti l'odeur des parachutistes. Une toute dernière. Elle est un peu plus compliquée, mais elle est très, très pertinente, je crois. Ça ne concerne pas cette fois vraiment des phéromones, mais plutôt des signatures. Je vous ai dit, une signature, c'est ce qui fait l'identité olfactive de la personne. Et d'une personne à l'autre, ça change. Et donc, c'est à Berne, c'est Klaus Wedekind à Berne, il y a quelques années de ça, vous voyez, c'est en 1995, fait l'expérience suivante. Il demande à des hommes de porter pendant 2 ou 3 nuits, je ne sais plus, des t-shirts neufs, des t-shirts qui n'avaient jamais été portés. Il demande aussi à ces hommes d'utiliser un savon neutre, donc il fournit le matériel nécessaire, un savon neutre, pas de parfum, ne mangez pas d'ail et ce genre de choses, n'ayez pas de relations sexuelles. Okay, ces gens sont neutres du point de vue olfactif, à part leur odeur à eux. Et ils portent ces t-shirts pendant 2 nuits. Et puis il y a d'autres gens, enfin il y a 2 groupes de personnes, c'est ça. Et puis ensuite, le deuxième groupe de personnes, ça c'est des hommes. Ensuite, il y a des femmes. Ces femmes, ça se passait à l'université de Berne, sont d'une autre faculté. Donc très probablement, elles ne connaissent pas les hommes qui ont porté les t-shirts. Et à ces femmes, on fait renifler les t-shirts. Les t-shirts sont dans une boîte en carton avec un trou, et on demande à ces femmes de renifler 3 t-shirts, quelque chose comme ça, puis de les noter sur des questions comme est-ce que l'odeur est sexy, est-ce que l'odeur est agréable, est-ce que l'odeur vous rappelle quelqu'un, vous rappelle un partenaire, par exemple. Et alors, il faut comprendre maintenant pourquoi on a fait cette expérience et qu'est-ce qu'on a mesuré. Ces gens, Wedekind et compagnie, s'intéressaient à l'identité olfactive. Or, l'identité olfactive, elle est liée à une chose étonnante, peut-être que vous ne savez pas, c'est que c'est lié à l'immunité. Les gènes de l'immunité, les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, c'est ceux qui sont en jeu, par exemple, pour les greffes. Il faut être compatible.
ces gènes de l'immunité de manière en cascade comme ça pour par toute une série de passages, en fin de compte, produisent des odeurs. Enfin, les odeurs corporelles sont influencées par ce complexe majeur j'arrive jamais à le dire, le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, si vous avez des CMH très différents, vous avez potentiellement des odeurs très différentes. Si vous avez des CMH très semblables, vous avez potentiellement des odeurs semblables. OK? Donc, on fait renifler à ces femmes ces t-shirts et ils doivent dire si c'est sexy ou pas. Et la conclusion qui était attendue par les chercheurs, parce qu'ils avaient bien sûr une théorie là derrière, c'était que pour des raisons que quand vous voulez vous marier avec quelqu'un et faire des enfants, il vaut mieux que vous ne soyez pas trop semblables du point de vue génétique. Il y a une distance idéale. Si vous êtes, c'est par exemple pas bien de se marier avec son frère ou sa sœur, vous savez pourquoi, ça fait des problèmes au niveau ensuite de la descendance, de l'hérédité, vous avez des problèmes. Et donc, il y a des distances, il ne faut pas être trop proche, il ne faut pas être trop semblable, et pour différentes raisons sur lesquelles je passe. Et donc, que trouvent ces chercheurs? Eh bien, ils constatent qu'effectivement, sont jugées plus sexy et plus agréables les odeurs, c'est à gauche, les odeurs des hommes dont le complexe majeur disto, machin, là, le CMH, est plus différent, est différent de celui de la femme qui renifle, alors qu'elles sont jugées moins intéressantes, moins sexy, moins agréables si la femme qui renifle est un CMH plus semblable. Donc, on a une façon de mesurer la distance. Mais attendez, ce n'est pas fini. On a une façon de mesurer la distance au niveau de l'odeur, la distance génétique à celui qui pourrait, ou celui ou celle qui pourrait devenir notre partenaire. Mais ce n'est pas fini, comme je vous ai dit. Ça, c'était pour des femmes qui ne prennent pas la pilule. Pour des femmes qui prennent la pilule, la préférence s'inverse. Voilà. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Avant les questions, je vous annonce donc le cours du printemps prochain. La longue histoire de l'intelligence, l'évolution de la cognition des méduses à Homo sapiens, du 20 avril au 18 mai de l'année prochaine. Sur ce, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci pour cette conférence. J'aurais voulu savoir si sur les petites plaquettes collantes qu'on met pour retenir Les teignes. Oui, Oui, oui. s'il y a des phéromones. Oui, oui, c'est des phéromones. C'est spécifiquement ça. Ce sont des pièges à phéromones. Donc, on a synthétisé les phéromones des teignes de la farine, notamment. Et c'est comme ça qu'on essaye d'attraper, en fait, les abeilles, pas les abeilles, les teignes mâles. Évidemment, pas les femelles, parce que c'est des phéromones femelles. Ça va attraper les teignes mâles, mais s'il n'y a plus de mâles, il n'y a plus non plus de reproduction, donc on est assez tranquille. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'ail, mais mis à part ça, j'ai l'impression que certaines épices comme le cumin, par exemple, interviennent beaucoup dans les odeurs. Comment on explique ça? Alors, vous me posez une colle parce que je ne suis pas un spécialiste du métabolisme, mais je peux imaginer que certaines des molécules, c'est une question vraiment compliquée à vrai dire, parce que ça veut dire que ces molécules doivent quand même faire un trajet de diable. Elles doivent passer dans le système digestif, passer dans le système sanguin, trouver une façon d'arriver jusqu'à l'une ou l'autre de ces glandes qui vont excréter sur la surface de la peau. Effectivement, on le sent sur la peau, pour de vrai. Et donc, vous imaginez ce parcours, et moi, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je ne sais pas, mais nécessairement, c'est quelque chose comme ça. Ça doit passer par une série d'étapes où la molécule n'est pas ou peu modifiée. J'imagine que ce sont dans ce cas-là des molécules plutôt petites et pas des très grandes molécules, mais après, je ne peux pas vous répondre. Oui, merci aussi beaucoup pour votre conférence. Je me demandais si, justement, peut-être dans le prolongement de la réflexion
la dame à propos des facteurs. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui agissent sur les manifestations épigénétiques Ah oui, des phénomènes et lesquels? alors très certainement. Alors les quelques cas que je connais, c'est, parce que bon, je n'ai pas suivi cette littérature particulièrement, mais les amollients de plastique, les choses qui rendent les plastiques mous, dont maintenant je n'arrive pas à trouver le nom parce que voilà, avec le stress de la conférence, euh, ces émollients de plastique sont des perturbateurs endocriniens, ce qui fait qu'au niveau du comportement, voire même au niveau de certaines caractéristiques physiques, lors du développement, en particulier in utero, vous allez avoir des modifications chez les fœtus, jusqu'au point où, par exemple, vous avez des garçons dont le comportement est un peu féminisé. Par exemple, ils vont jouer davantage, je caricature, hein, juste pour que vous compreniez, ils vont jouer davantage aux poupées que la moyenne des garçons, des choses comme ça. Et ça a été quelque chose qui a été bien établi, en particulier pour ces noms d'un chien. J'arrive plus à trouver le nom de ces molécules. Et c'est effectivement quelque chose qu'on trouvait, alors beaucoup moins maintenant, Dieu merci, mais qu'on trouve encore. Alors moi, typiquement, j'ai dû avoir ça parce que dans mes jouets, quand j'étais enfant, c'était des jouets en caoutchouc, enfin pas en caoutchouc, en plastique mou, hein, des trucs comme ça. Et ça, il y avait toujours des émollients. Et ces émollients sont effectivement, maintenant on le sait, des perturbateurs endocriniens. Ils sont retirés progressivement. Mais il y en a encore, et puis vous savez que l'industrie, et d'ailleurs les politiques aussi, font une résistance, je ne comprends pas d'ailleurs à quel point, Alors juste pour en dire une au passage, parce que ça m'énerve. Vous avez vu maintenant avec les Américains qui font ce qu'ils font, on a accepté l'importation de viande élevée aux antibiotiques. Mais ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Parce que la raison principale de l'augmentation des résistances aux antibiotiques, ce n'est pas les gens qui prennent des médicaments, c'est les antibiotiques dans l'élevage de la viande. Et ça, je trouve, ce n'est pas un scandale, c'est criminel en fait. Mais bon, voilà. Après, apparemment, ceux qui devraient nous écouter ne nous écoutent pas. Mais oui, oui, voilà. Ah oui, le prochain cours, bien sûr. 2 mots peut-être. Alors, c'est un cours en cinq leçons. Euh, C'est difficile d'en dire vraiment plus que ça, mais vous imaginez bien que nous sommes le résultat, nous et tous les autres hein, qui sont là, tous les animaux qui sont maintenant là, nous sommes tous le résultat de quelque chose comme 4 milliards d'années d'évolution. Et tout ça commence avec des systèmes nerveux extrêmement simples, ceux de la méduse, il y a 500 millions d'années à peu près, hein, mais avant il y avait déjà des réactions à l'environnement, bien sûr. Mais unicellulaires, ça fait déjà des choses compliquées. Avant les méduses, il y avait d'autres choses. Mais à partir de l'époque des méduses, se développent des systèmes nerveux, alors non centralisés chez la méduse, mais après centralisés de plus en plus, avec toutes sortes d'étapes intéressantes qui sont liées au changement d'environnement. Ben, par exemple, le passage de l'eau, quand il y avait des animaux que dans l'eau, sur la terre ferme avec les amphibiens à ce moment-là. Vous imaginez le challenge cognitif aussi, hein, physique et tout, mais cognitif, d'un endroit, l'eau, où ça passe, où la température bouge pas beaucoup, où les endroits sont pas tellement bien définis, alors que sur Terre, vous avez toutes sortes de choses complètement différentes. Il fait froid, il fait chaud, il y a la nuit, il y a le jour, beaucoup plus que dans les profondeurs marines. Donc vous avez des challenges cognitifs, et puis bien sûr, le challenge cognitif dont nous sommes issus, c'est ce qui s'est passé il y a grosso modo 8 à 12 millions d'années en Afrique, ce qui a fait 2 climats complètement différents en Afrique, un où sont restés les grands singes et l'autre où nous étions nous. Et c'est ce genre d'étape que je vais essayer de vous raconter avec des incursions dans l'anatomie, dans le comportement et dans un peu tout ce qui me passera par la tête, on va dire. Voilà. Arrêta, on tient à remercier Roland Maurer pour sa présentation fascinante. Merci beaucoup. Merci.